Le journal de l'information. Sommet EAC-SADC, l'Algérie salue l'appel au cessez-le-feu en RDC et soutient l'unification des processus de paix. Alger se félicite des consultations du sommet conjoint et plaide pour un règlement pacifique et durable du conflit à l'est de la RDC. Le président kényan appelle à une solution diplomatique pour mettre fin aux hostilités à l'est de la République démocratique du Congo. Dominique de Villepin, optimiste sur un apaisement des tensions entre l'Algérie et la France. L'ancien Premier ministre français estime que des avancées sont attendues dans les prochaines semaines après la crise provoquée par des cercles hostiles à l'Algérie. Sahara occidental, une eurodéputée interpelle la Commission européenne sur l'expulsion de journalistes espagnols et dénonce la volonté du Maroc de réduire au silence les médias internationaux dans les territoires occupés. Soudan, Abdel Fattah al-Burhan annonce une prochaine transition politique tandis que l'armée reprend un secteur stratégique de la capitale. Vous écoutez le journal des Fréquents FM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les réactions ne se sont pas fait attendre après le sommet conjoint entre la communauté d'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe. L'Algérie se félicite des conclusions du sommet conjoint sur la crise en République démocratique du Congo, indique un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Alger ajoute la même source, fait sienne l'appel unanime lancé pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et pour la fin des hostilités militaires à l'est de la RDC. Le conflit ne peut être résolu militairement, a dit pour sa part le président kényan William Ruto. Rania Kassi nous en dit plus. D'une seule voix, la communauté d'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel en République démocratique du Congo. Les deux blocs régionaux insistent sur la nécessité de négociations entre toutes les parties, y compris les groupes armés, dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Un appel appuyé par le président kényan William Ruto qui exhorte Kinshasa à privilégier le dialogue pour avancer vers une solution durable. Côté rwandais, le ministre des Affaires étrangères salue un sommet historique et réussi qui, selon lui, propose des mesures concrètes pour restaurer la paix. À Kinshasa, l'accueil est plus réservé. La présidence congolaise reconnaît des avancées, notamment sur l'urgence humanitaire et la désescalade, mais regrette l'absence de condamnation claire de certaines ingérences. Les dirigeants des deux organisations ont réaffirmé leur soutien à la souveraineté de la RDC et demandé le retrait des forces étrangères non invitées. Sur le terrain, la situation demeure dramatique. Plus de 3000 morts, des milliers de blessés et un impact sévère sur la situation sanitaire et sur l'aide humanitaire. Les pays membres de la SADC et de l'EAC annoncent une réunion dans les prochains jours de leur chef d'état-major pour établir un plan de sécurisation de Goma. Alger salue en particulier l'unification des processus de Nairobi et de Luanda, permettant désormais un traitement global, cohérent et intégré du conflit en RDC, de concert avec les autres représentants africains au sein du Conseil de sécurité dans le cadre des A3+. L'Algérie se tient disponible à prolonger, à accompagner, à conforter le soutien de la communauté internationale à ce processus unifié visant un règlement pacifique, juste et durable du conflit en RDC, indique un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Et puis, l'analyste politique Alassane Makanera Kake plaide pour un processus de négociation inclusif en associant toutes les parties concernées. On l'écoute Alassane Makanera Kake et il répond à Rania Trassi. La négociation pour fusionner, moi je dirais même l'ensemble des initiatives afin de résoudre le problème congolais, y compris la nécessité d'impliquer toutes les parties. La meilleure solution, pour la simple raison, le grand problème en Afrique constitue l'exclusion de certains groupes dans le processus de prise de décision politique. M23 est un groupe armé très puissant et dire que cet acteur important du processus peut être écarté et qu'on aboutisse à une solution viable, c'est pas vrai. Et dans une interview accordée à la chaîne 24 News, l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin se dit confiant que les choses vont avancer dans les prochaines semaines entre l'Algérie et la France, après la crise provoquée par des cercles hostiles à l'Algérie. On écoute.
Nous avons connu une crise peut-être la plus importante des dernières décennies. Mais à chaque fois quand le devoir vous appelle entre deux grands peuples, comme le peuple algérien et le peuple français, qui sont une fois de plus si liés par l'histoire, nous n'avons pas le droit de nous laisser abattre, de nous attarder. Nous devons avancer. Et c'est bien cette exigence aujourd'hui qui, à mon sens, doit s'imposer à nous. Et donc je suis confiant que les choses puissent avancer dans les prochaines semaines, je l'espère, dans le bon sens. Et puis l'Égypte accueillera un sommet d'urgence des pays arabes sur la question palestinienne le 27 de ce mois, annonce le ministère égyptien des Affaires étrangères. Le sommet a été convoqué par l'Égypte à la demande de l'État de Palestine après consultation au plus haut niveau avec les pays arabes ces derniers jours afin d'aborder les derniers développements graves concernant la cause palestinienne, ajoute le communiqué. Cause sahraoui à présent, la députée européenne du bloc nationaliste galicien BNG, l'Espagnole Ana Miranda, saisit la Commission européenne suite à l'expulsion par le Maroc de journalistes espagnols du Sahara occidental. L'élu dénonce cette ultime tentative de réduire au silence les médias internationaux soucieux d'informer sur les violations des droits de l'homme dans les territoires occupés. Cette interpellation fait suite à la récente expulsion du journaliste espagnol Francisco Carrion. D'autres activistes et députés espagnols se sont aussi vus refuser l'accès au territoire sahraoui occupé. Et puis direction le Soudan, où le chef du Conseil de souveraineté du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, annonce la formation prochaine d'un gouvernement de transition au moment où l'armée réalise des progrès à Khartoum, notamment la reprise d'un secteur stratégique dans le nord-est de la capitale. Le politologue soudanais Ali Mansour, la formation, ou plutôt selon lui, la formation d'un gouvernement de compétences va préparer le terrain pour les prochaines élections. On écoute le politologue, il est contacté par Rania Trassi. Après les grandes victoires remportées par l'armée sur tous les fronts au Soudan, la situation des forces de soutien rapide est proche de sa fin. Le président du Conseil de souveraineté, Abdel Fattah al-Burhan, s'est tourné vers l'après-guerre et a décidé de former un gouvernement civil et un gouvernement de compétences, des instances indépendantes sans affiliation partisane, afin d'éviter la répétition des expériences passées et de préparer le terrain pour les prochaines élections. On parle d'économie à présent et en visite à Addis Abeba. La directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, souligne que les réformes macroéconomiques de l'Éthiopie conduiront à une transformation du pays et assurer le FMI de son soutien continu à la réussite de la réforme. L'Éthiopie se transforme sous l'impulsion de réformes économiques ambitieuses soutenues par le FMI. Ces mesures visent à stabiliser l'économie, attirer les investissements et renforcer la croissance. Un pari audacieux qui pourrait redéfinir l'avenir du pays. Depuis plusieurs mois, l'Éthiopie met en place un programme de réformes macroéconomiques pour surmonter l'inflation, la dette élevée et les déséquilibres structurels. Le gouvernement a adopté des mesures clés, flexibilisation de taux de change, ouverture aux investissements privés et restructuration de la dette. Ce programme bénéficie du soutien du FMI, qui a accordé un financement de 3,4 milliards de dollars. Les premiers résultats sont encourageants. L'inflation ralentit, l'accès aux devises étrangères s'améliore et les finances publiques se stabilisent. Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, a salué ces avancées lors de sa visite en Éthiopie. L'Éthiopie a de quoi être fière. La croissance de l'année dernière a largement dépassé les prévisions. Nos projections étaient de 6,1%, mais le pays a terminé avec une croissance du PIB de 8,1%. Et cela est dû à la libération de l'espace pour l'initiative privée et à la productivité accrue dans l'agriculture, l'industrie et les services. Je suis convaincu que ce pays connaîtra une croissance économique. Avec une croissance qui dépasse les prévisions et une économie en mutation, l'Éthiopie confirme son ambition de devenir un acteur économique majeur sur le continent. Économie, toujours, le ministre du pétrole de la République du Niger, Saabi Oumarou, entamé dimanche une visite de travail en Algérie à la tête d'une délégation de haut niveau composée du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement et de responsables de la Société nigérienne de pétrole, Sonidep, indique un communiqué du ministère de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables de l'Algérie. Et puis, place tout de suite à l'actualité africaine en bref, et c'est à vous, Moïse Self. L'Afrique en bref. L'Afrique en bref. Angola, plus de 2000 cas de choléra confirmés dans plusieurs provinces.
La Tanzanie et le Burundi collaborent à la construction d'une ligne ferroviaire de 282 km reliant les deux pays. Mali, la production d'or a connu une chute importante l'année dernière avec une baisse de 15 tonnes par rapport à 2023 selon les chiffres officiels. Kenya, le gouvernement annonce son intention de réhabiliter les sites miniers abandonnés à travers le pays, les transformant en ressources précieuses pour une utilisation productive. Le président fondateur de la Namibie, Sam Nujoma, décédé dans un hôpital de Windhoek à l'âge de 95 ans. Nujoma a mené la lutte de libération de la Namibie en tant que dirigeant du mouvement de libération, la SWAPO, qu'il avait cofondé en 1960 avant de devenir le premier président du pays en 1990. Les hommages de chefs d'État africains ont afflué à l'annonce du décès de cette figure emblématique. Voici un portrait réalisé par Samuel Akizimana. Un combat pour l'indépendance, né dans un township et engagé très tôt dans le syndicalisme, Sam Nujoma crée en 1960 la SWAPO, parti qui devient le moteur de la lutte pour l'indépendance. Contraint à l'exil, il lance la lutte armée en 1966, menant une guerre de plus de 20 ans contre l'apartheid sud-africain. En 1990, il devient le premier président de la Namibie indépendant, marquant l'histoire du pays. Sam Nujoma, ex-président et premier discours de l'indépendance de la Namibie libre. I move in the name of our people to declare that Namibia is forever free, sovereign and independent. Un héritage durable. En 3 mandats et 15 ans de pouvoir, Sam Nujoma a posé les fondations d'un État souverain et stable. Son engagement en faveur de l'unité nationale et du développement a fait de lui une figure emblématique du continent africain. Malgré sa disparition, son héritage reste une source d'inspiration pour les générations futures en Namibie et en Afrique. Et place à la culture à présent, l'agenda culturel à vous, André Molélé. Africulture, l'agenda culturel. Côte d'Ivoire, le Festival international Jeune Public d'Abidjan revient pour sa 10e édition du 10 au 15 février. Objectif, éveiller les enfants à de nouvelles disciplines artistiques. Sénégal, Dakar Music Expo prévu du 20 au 23 février. Cet événement mettra l'accent sur le jazz et rassemblera des professionnels de l'industrie musicale pour des showcases, concerts et ateliers. Burkina Faso, la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. FESPACO se tiendra du 22 février au 1er mars cette année. Le festival connaîtra la participation de 48 pays. Et du sport, pour refermer ce journal, on parle de la première étape du Tour d'Algérie de cyclisme, la première étape de l'édition 2025 du Tour d'Algérie cycliste, disputée hier matin. Sur une distance de 103 km entre Guelma et Constantine, dans l'Est algérien, était remporté au sprint par l'Algérien Hamza Yassine, sociétaire de l'équipe Team Madar Pro Cycling. L'international algérien s'était imposé en 2 heures, 51 minutes et 13 secondes devant son compatriote Mohamed Najib Assel, sociétaire du MCLG de l'Érythréen Milkias Maekele, avec le même temps. 85 coureurs représentant 15 équipes, dont 6 algériennes, ont pris part à cette première étape du Tour d'Algérie 2025. Et c'est avec cette information que nous refermons notre journal. Un grand merci à notre réalisatrice Hakima Ben Msbah, Hakalim Egouba à la régie technique et à Ahlam à l'image. Merci pour votre écoute.